L'aéroport international d'Atlanta était animé ce matin-là. Des familles se précipitant pour ranger leurs bagages, des touristes groggy après des vols de nuit, des hommes d'affaires avec leurs écouteurs absorbés par leur propre monde. Tout semblait normal jusqu'à ce que le chien aboie. Ce n'était pas un aboiement banal, il était profond, puissant et résonna dans le terminal comme une alarme incendie. L'aboiement figea toute la zone un instant avant que l'histoire ne commence. Nous vous invitons à aimer la vidéo, à la partager pour partager l'amour et à vous abonner à Héros For Animal pour ne rien manquer de nos prochaines histoires touchantes. Merci de votre fidélité. Ranger, un Malinois belge, tirait fort sur sa laisse. Son maître, Daniel Carter, s'arrêta net. Ranger se trompait rarement, c'était l'un des chiens les plus expérimentés de la police, avec plus de 30 opérations réussies à son actif. Carter se fiait à son instinct plus qu'à n'importe quel scanner ou document. « Quoi de neuf, mon garçon ?» murmura Carter, suivant le regard intense du chien. Un homme se tenait là, vêtu d'un costume élégant et impeccable, portant des lunettes discrètes, une serviette en cuir et un sourire parfait. À côté de lui, un petit garçon d'environ 5 ans, aux cheveux châtains clairs et aux grands yeux, vêtu d'un t-shirt à motifs de dessins animés et agrippé à un ours en peluche comme si c'était la seule chose qui le maintenait à flot. Ranger n'arrêtait pas d'aboyer. « Excusez-moi, monsieur, » dit Carter en s'approchant, « pourriez-vous vous arrêter un instant ? » « Il y a un problème, officier ?» L'homme répondit dans un anglais impeccable, avec un léger accent européen, « Je suis Thomas Whitman, citoyen américain. Je suis en transit vers Bruxelles avec mon fils adoptif. Tout va bien. » Il présenta ses passeports avant qu'on le lui demande. Tout semblait en ordre, visa, document de garde d'enfants délivré par un tribunal du Texas. Le garçon était enregistré sous le nom d'Ethan Whitman. Mais son comportement trahissait une toute autre histoire, il ne parla pas, ne sourit pas, ne répondit pas lorsqu'un agent se pencha pour lui poser gentiment une question. Il ne leva même pas les yeux. « Il est timide », expliqua calmement l'homme. « Il a vécu un traumatisme, il préférerait qu'on ne lui mette pas la pression. » Carter sentit un nœud se former dans son estomac. Les documents étaient exacts, mais Ranger ne sentait pas seulement les bombes ou la drogue, il sentait la peur. La tension est avec ce gamin, le risque pour eux trois est plus grand, rappela Carter, conformément au protocole. Je vais avoir besoin que vous veniez avec nous pour une vérification privée, dit-il calmement. L'homme obtempéra sans résistance et emprunta un couloir latéral avec le garçon en direction d'une salle d'inspection secondaire. Mais devant un mur de miroir, Carter vit quelque chose qui le glaça, l'homme ne regarda pas le garçon une seule fois. Pas comme un père, pas comme quelqu'un qui protège un enfant, mais plutôt comme quelqu'un qui escorte des bagages. De retour dans la salle de contrôle, les données demandées par Carter étaient en cours de traitement, vérification biométrique, interrogation dans la base de données européenne, alerte rouge en cas de non-concordance. Ranger se tenait à l'extérieur de la pièce, immobile. 5 minutes passèrent, puis 10, et un bip aigu rompit le silence. Passeport d'enfant invalide. Vrai nom, Élie Marot. Nationalité française. Porté disparu depuis 73 jours. Carter ferma les yeux un instant. Ranger n'avait jamais commis d'erreur, et cette fois, il n'en fit pas. L'agent Daniel Carter referma le dossier, les mains légèrement tremblantes. Face à lui, assis calmement dans la salle d'interrogatoire, Thomas Whitman gardait un sang-froid parfait. Il ne protestait pas, ne posait pas de questions, il consultait simplement sa montre, comme s'il s'agissait d'un malentendu qui allait bientôt être éclairci. À côté de lui, le garçon restait silencieux. Plus de 20 minutes s'étaient écoulées depuis leur entrée dans la pièce, et personne n'avait réussi à lui soutirer un mot, il ne pleurait pas, il n'appelait pas à l'aide. Quelque chose dans son regard serrait la poitrine de tous, ce n'était pas de la timidité, c'était une peur pure et silencieuse. Nous allons réexaminer la situation, a déclaré M. Whitman, et Carter a rouvert le dossier. Cet enfant a été porté disparu par sa mère en France, il ne figure sur aucun registre d'adoption reconnu par Interpol. Mon avocat s'en chargera, répondit l'homme sans sourciller.
J'ai une ordonnance de garde temporaire délivrée au Texas, c'est tout à fait légal. Nous étions juste en voyage en Europe pour des soins médicaux. Mais l'histoire ne correspondait pas au relevé de voyage, et le garçon ne l'avait même pas regardé une seule fois. L'assistante sociale Émilie fut appelée. Elle s'agenouilla près du garçon et lui offrit une bouteille d'eau, puis une feuille de papier et des crayons. Le garçon prit lentement le crayon et commença à dessiner, d'abord un chien, puis un avion, puis une silhouette aux grands yeux et aux sourcils droits. Émilie fronça les sourcils. « C'est toi ?» demanda-t-elle doucement. « C'est toi. » Le garçon hocha légèrement la tête et Émilie ajouta, « Silence, est-ce ton père ?» Le garçon serra fermement le crayon et le laissa tomber, et d'une voix si douce qu'elle était à peine audible, il gémit, « Non. » Le bruit résonna dans la pièce comme le tonnerre. Carter regarda Émilie dans les yeux et se leva lentement. Ranger l'observait toujours depuis la porte, il s'approcha du garçon, mais sans aboyer ni émettre un son. Il s'assit simplement à côté d'elle et posa son museau sur la jambe du garçon. Le garçon regarda le chien et sourit pour la première fois. « Tu t'appelles Ellie, n'est-ce pas ?» demanda doucement Émilie. Il hocha la tête. « Tu peux me dire où est ta mère ?» Le garçon baissa les yeux. Un autre murmure, « À Marseille. Elle m'a dit que si jamais je me perdais, je devais lui dire de la chercher. » À cet instant, tout devint clair, les documents étaient faux, l'accord de garde inexistant, le voyage une dissimulation. Le prétendu père adoptif avait tout manipulé pour faire sortir le garçon du pays. Son mobile est inconnu, mais la douleur était évidente, Ellie n'était pas son fils, c'était un enfant kidnappé, et personne n'aurait su si Ranger était monté à bord du navire quelques heures plus tard. Le vol de Thomas Whitman fut officiellement annulé. Cette fois, il fut retenu menotté. Son visage resta impassible, mais ses lèvres étaient pincées et une veine palpitait à sa tempe. Dans une pièce séparée, Ellie dormait, blottie dans les bras d'Émilie, Ranger à ses pieds, le protégeant. Une équipe de psychologues pour enfants avait été appelée. Interpol avait lancé une alerte rouge pour retrouver la mère biologique d'Ellie. Carter sortit dans le couloir et s'appuya contre le mur. Il se changea lentement aux côtés de son compagnon canin, qui semblait enfin calme. « Tu l'as vu avant nous tous, n'est-ce pas, mon pote ?» murmura-t-il en grattant derrière les oreilles de Ranger. « J'aimerais que tout le monde t'écoute quand tu aboies, » dit-il, et Ranger remua la queue une fois. Il y avait plus de vérité dans ce geste que n'importe quel passeport ne pourrait en contenir. Le bureau de l'unité des enlèvements d'enfants du FBI sentait le vieux papier et le café tiède. Sur le bureau, le dossier de Thomas Whitman s'épaississait à chaque nouveau rapport. L'alerte rouge d'Interpol avait déclenché l'alarme dans plusieurs pays. Ce qui semblait être un incident isolé commençait à se transformer en quelque chose de bien plus sinistre. Thomas Robert Whitman, consultant en affaires et conseiller en sécurité privée, sans casier judiciaire mais soupçonné de transferts financiers suspects entre des comptes au Luxembourg, au Texas et à Dubaï, ferma le dossier et tapota légèrement le bureau. À côté de lui, Ranger était allongé par terre, l'oreille tendue, ce n'était pas encore fini, non. Ailleurs dans l'établissement, Ellie était assis, buvant du lait chaud tout en dessinant. Émilie, l'assistante sociale, se tenait à ses côtés, et le garçon a fini par parler. « Il m'a dit que ma mère était morte, » dit Ellie doucement. « Il m'a dit que je devais l'accompagner, que si je pleurais, les méchants viendraient. »« Tu l'as cru ?» demanda doucement Émilie. Ellie marqua une pause, puis reposa son crayon et dessina un nouveau dessin. Puis il leva les yeux et dit « Non, parce que maman ne me laissera jamais partir sans mon ours en peluche. » Cet ours aux oreilles tombantes et aux coutures rapiécées était la seule chose qu'Ellie avait rapportée de Marseille. Elle s'y accrochait comme à un bouclier. Émilie déglutit difficilement, elle pensait aux enfants, plus qu'on ne le croit, quittaient bien plus de choses qu'ils ne devraient. Entre-temps, les autorités françaises avaient localisé Claire Marot, la mère biologique d'Ellie. Elle avait signalé sa disparition 73 jours plus tôt, en vain, personne ne l'avait écoutée. Elle n'avait bénéficié d'aucune assistance juridique ni de ressources, seulement des cris de détresse d'une mère restée inaudibles. Mais cette fois, c'était différent.
Depuis Atlanta, l'unité des crimes internationaux organisa son transport immédiat et une procédure de réunification d'urgence fut déclenchée. Carter reçut l'appel à 15 heures, la mère était vivante et on la ramènerait ce soir par un vol charter spécial. Elle ferma les yeux pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Rangé, comme s'il sentait le changement, posa doucement son museau sur le genou de Carter. Lorsque Thomas Whitman fut convoqué pour un nouvel interrogatoire, son ancienne arrogance avait disparu. Il paraissait pâle, agité et en sueur. « Que aviez-vous prévu de faire avec la fille » a demandé le procureur. Silence. « Pourquoi les documents sont-ils faux ? Pourquoi cette tromperie ?» Whitman a finalement déclaré qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Ellie avait besoin d'une vraie vie, d'une bonne éducation, d'un avenir, pas d'un chaos émotionnel, et tu croyais que l'enlèvement était la solution. Whitman serra les mâchoires. Il n'avait plus l'air d'un cadre raffiné, il ressemblait à ce qu'il était vraiment, un manipulateur ingénieux, prêt à tout pour garder le contrôle. Mais cette fois, le contrôle ne lui appartenait plus. Ce soir-là, Claire arriva à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Dès qu'elle aperçut son fils de l'autre côté du couloir, elle cria « Je suis désolé, je suis désolé. » Où ? Le garçon releva la tête et s'enfuit. L'étreinte qui suivit fut si forte qu'elle fit pleurer plus d'un policier présent. Rangé se tenait à quelques mètres de là, immobile, il pencha légèrement la tête, comme s'il ressentait cette sensation indescriptible que seuls les chiens peuvent ressentir. « Merci de ne pas avoir abandonné », murmura Claire à Emily à travers ses larmes. « Merci d'avoir cru en moi et en lui. » « Nous avons juste suivi celui qui a vraiment vu la vérité, » répondit Emily en faisant un signe de tête vers Rangé. L'affaire n'était pas encore close, mais cette nuit-là, pour la première fois depuis plus de 2 mois, une mère et son fils dormaient sous le même toit. Tout avait commencé parce qu'un chien refusait de se taire. L'aube arriva doucement au centre de protection familiale, en périphérie d'Atlanta. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, baignant la petite pièce où il dormait enfin profondément dans les bras de sa mère. Claire n'avait pas fermé l'œil, non pas par peur, mais parce qu'elle ne pouvait détacher son regard de lui, son fils vivant, sain et sauf, sauvé d'un cauchemar que le monde avait refusé de voir, à l'exception d'un chien. Depuis le couloir, l'agent Daniel Carter observait la scène en silence, une tasse de café froid à la main. Rangé reposait paisiblement à ses pieds. Tant de choses s'étaient produites en si peu d'heures trop. Une infirmière aimerait-elle entrer, proposa Carter. Pas maintenant, répondit Emily. Laissons-leur ce moment rien que pour eux deux. Rangé leva la tête, tourna une oreille, puis la baissa lentement, calme, en paix, comme s'il savait que la première partie de la mission était terminée. Plus tard dans la matinée, au bureau du procureur américain, une enquête exhaustive a été officiellement ouverte. Plusieurs fonctionnaires texans étaient sous le feu des projecteurs pour avoir autorisé la création de faux documents juridiques au nom de Thomas Whitman. Les tampons de signature et les certificats de garde faisaient partie d'une machine à corruption bien huilée, et ce n'était pas la première fois, selon les premières conclusions, au moins 3 autres enfants avaient été adoptés de manière similaire. Certains étaient toujours portés disparus, d'autres se trouvaient dans des zones d'ombre juridique. L'affaire débordait les frontières, mais pour l'instant, c'était l'affaire des tribunaux. De retour au centre familial, Ellie n'avait qu'une envie, jouer. Dans le jardin ensoleillé, le garçon lança une balle rouge à travers la pelouse. Rangé la poursuivit sans laisse, sans ordre, guidé par son instinct. Emily l'observait depuis le porche, à côté de Claire. « Je ne l'ai jamais vu comme ça, » dit Claire, souriant pour la première fois depuis des semaines. Il était si calme, il ne riait ni ne parlait jamais, maintenant, regardez-le. Il ne le fait pas pour nous, expliqua Emily. Il le fait pour Rangé. Ce chien a été le premier à gagner sa confiance. Claire regarda Rangé, qui était assis avec la balle dans la bouche, remuant la queue comme s'il savait qu'il était félicité. « Que lui arrive-t-il maintenant » demanda-t-il. « Il est sur le point de prendre sa retraite, après des années de service. Certains officiers organisent déjà son adoption. » « Et si on l'adoptait » suggéra Claire.
Tu veux, répondit Émilie, surprise. Je ne le veux pas seulement, j'en ai besoin. Ellie ne se sent pas en sécurité sans lui, moi non plus. Ce chien ne nous a pas seulement sauvés physiquement, il nous a donné quelque chose en retour, la confiance que nous pensions avoir perdue. Émilie hocha lentement la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Le même jour, lors d'une conférence de presse discrète mais ferme, le procureur confirma l'arrestation officielle de Thomas Whitman et l'ouverture de poursuites judiciaires pour enlèvement international, fraude documentaire et manipulation institutionnelle. La presse avait à peine effleuré le scandale, mais pour Carter, le véritable titre n'était pas à la une, il était dehors, dans cette petite cour où Ellie rit pour la première fois depuis 73 jours. Il y avait Claire, qui pouvait enfin serrer son fils dans ses bras sans craindre de le perdre à nouveau, et il y avait Rangé, allongé dans l'herbe, les yeux fermés, respirant facilement. Cette nuit-là, Carter resta un peu plus longtemps, seul avec Rangé. Il posa doucement sa main sur le dos du chien et murmura. « Parfois, le protocole ne suffit pas, n'est-ce pas, mon vieil ami ? Parfois, il faut un cœur et un nez qui ne se laissent pas tromper. » Rangé ne répondit pas, il remua simplement la queue, car il savait qu'il restait encore des ombres à découvrir. Mais pour l'instant, au moins, il y avait une mère et son enfant dormant paisiblement, et Abam, qui, en désobéissant, avait bien agi. Le lendemain, le palais de justice fédéral du centre-ville d'Atlanta était bondé, mais le silence était total. Les caméras étaient interdites, mais les micros de la salle d'audience enregistraient chaque mot. Sous une lumière blanche crue, Thomas Whitman était assis, les sourcils froncés, les poignets menottés, rayonnant comme l'homme qui se croyait autrefois au-dessus des lois. Devant lui, Claire Marot, les cheveux soigneusement tirés en arrière, le regard fixé sur le visage de l'homme qui lui avait volé son fils. À la barre des témoins, le petit Ellie serrait son ours en peluche d'une main, tandis que de l'autre il caressait la tête de Rangé, allongée à ses pieds telle une sentinelle silencieuse. « Reconnaissez-vous ces documents, monsieur Whitman ?» demanda le procureur fédéral en brandissant un épais dossier. « Je n'ai rien à déclarer », répondit Whitman pour la 3e fois. Mais cela n'avait plus d'importance, les faux documents, les virements bancaires suspects et les liens avec des fonctionnaires corrompus étaient tous révélés. Les preuves étaient accablantes. Il ne restait plus qu'à entendre la vérité de la bouche de ceux qui, trop souvent, sont réduits au silence. Claire prit une grande inspiration lorsque le juge lui donna la parole. Pendant des mois, elle l'avait entendu exagérer, dire qu'il était émotif, qu'il n'avait aucune preuve d'être un homme respectable et qu'elle n'était qu'une mère célibataire venue de l'étranger. Elle regarda Ellie, puis le juge. Mon fils vivait dans la peur, il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait pas parler, et personne ne l'écoutait, ni le système, ni la police, personne ne le trouvait. Il bougeait, pas de tout, pas de murmure. Seul le poids de la vérité emplissait l'air. Il aboyait quand personne d'autre ne le faisait. Il sentait ce que les autres refusaient de voir. Le procureur s'est levé à nouveau. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas seulement un enlèvement, elle révèle un système qui protège souvent les puissants et ignore les sans-voix. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de commencer à y remédier. Le verdict est tombé 3 heures plus tard, rapide, clair et définitif. Thomas Whitman a été reconnu coupable d'enlèvement international, de falsification de documents juridiques et de manipulation institutionnelle. Sa libération sous caution a été refusée et son placement en détention immédiate a été ordonné. Claire obtint la garde légale complète d'Ellie, avec des mesures de protection pour prévenir toute menace future. Il n'y eut pas d'acclamation, seulement le silence, un de ces rares silences profonds qui, sans vous alourdir, vous libère. Ellie regarda sa mère et sourit. Rangé, comme s'il pressentait l'histoire du moment, se leva, s'approcha de Claire et posa délicatement sa tête sur sa jambe. Devant le tribunal, les journalistes se pressèrent pour recueillir leurs commentaires, mais Claire et Ellie restèrent silencieux. Ils demandèrent une seule photo improvisée, la mère, le fils et le chien. Une image simple, sincère et sans détour. Le titre du lendemain matin en disait long, le chien qui a désobéi et sauvé un enfant de la disparition à jamais. Un mois plus tard,
Ranger était officiellement mis à la retraite de Miss Eninto, sans aucun service. Lors d'une cérémonie brève mais émouvante au ministère de la Justice d'Atlanta, il reçut la médaille du courage pour son instinct et son service extraordinaire. Mais le plus important n'était pas la médaille, c'étaient les papiers signés juste après les documents d'adoption. Ranger faisait désormais officiellement partie de la famille Marot. Dans leur nouvelle maison en périphérie de la ville, il dormait sous la fenêtre de la chambre d'Ellie. Il arrivait encore à Ellie de se réveiller la nuit avec des cauchemars qui s'estompaient, mais lorsqu'il entendait la respiration régulière de son chien près du lit, il se rendormait. Claire, quant à elle, avait entamé une thérapie, non seulement pour se remettre de sa peur, mais aussi pour reconstruire sa vie. Elle ne parlait plus à voix basse et n'évitait plus le contact visuel. Elle avait retrouvé bien plus que son fils, elle avait retrouvé sa dignité. Un après-midi, Carter est venu lui rendre visite. Il a vu Ranger jouer avec Ellie dans le jardin, le garçon riait aux éclats. Claire était sur le porche, servant de la limonade. « Je ne pensais pas revoir autant de lumière, » dit-elle avec un sourire discret. « Moi non plus, » répondit Claire, « mais nous y voilà. Une seconde chance pour nous tous. » Ranger, langue pendante et queue remuante, trottina vers Carter. L'officier s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Bravo, » murmura-t-il, « tu as encore réussi. » Et Ranger restait toujours silencieux, il comprenait tout, tout simplement. C'était dimanche matin. Le soleil filtrait à travers les rideaux en lin de la cuisine. Claire préparait des toasts tandis qu'Ellie, toujours en pyjama, poursuivait Ranger dans le salon, une cape de super-héros flottant derrière lui. Le capitaine Ellie et son chien volant hurlaient et riaient sans retenue. Ranger, patient comme toujours, trottait tranquillement, visiblement ravi de la poursuite. Il ne portait plus le harnais de police et n'obéissait plus aux ordres, mais il accomplissait toujours sa mission avec plus d'enthousiasme que jamais, protéger la famille qui lui avait rendu son âme. Sur le porche, un pot de fleurs neuves portait une pancarte peinte à la main sur laquelle était écrit « Un héros à quatre pattes vit ici ». Ce jour-là n'était pas un dimanche comme les autres, Claire avait été invitée à prendre la parole lors d'un forum international sur la protection de l'enfance. C'était la première fois qu'elle racontait publiquement son histoire. Ellie a logé chez une voisine pendant son vol pour Washington. L'auditorium était bondé, juges, journalistes, policiers, bénévoles, thérapeutes. Tout le monde s'est tu lorsque Claire est montée à la tribune. Elle a pris une grande inspiration et a commencé, j'étais seule, silencieuse, sur le point d'abandonner, jusqu'à ce qu'un chien aboie. Cet aboiement a non seulement sauvé mon fils, mais aussi moi, car quand personne ne m'a cru, il l'a fait. La salle est restée immobile. Je ne suis pas ici juste pour vous remercier, a-t-elle poursuivi, je suis ici pour vous rappeler qu'écouter peut sauver des vies. Un enseignant, un travailleur social, un voisin, un chien, chacun d'entre nous peut être la bouée de sauvetage qui empêche quelqu'un de s'effondrer. Il a conclu par une phrase qui a profondément touché tous les cœurs présents, survivre était un acte de courage, mais reconstruire était un acte d'amour. Des semaines plus tard, Claire reçut une lettre par la poste. Elle venait du Texas, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un simple bout de papier, écrit d'une écriture tremblante, « Je suis désolé de ne pas vous avoir cru. Vous avez contribué à révéler quelque chose de bien plus grave, votre courage a sauvé des vies. Merci. » Un juge qui avait appris trop tard. Claire n'avait pas besoin d'excuses, mais cette lettre était une confirmation silencieuse, tout cela en valait la peine. De retour chez lui, Ellie ne faisait plus de cauchemars. Il dormait paisiblement, Ranger blotti au pied du lit. Il recommençait à dessiner, sans crainte. Dans chaque croquis, deux personnages apparaissaient, un garçon et un chien portant une cape. « Je veux être comme Ranger quand je serai grand », dit-il un soir à sa mère. « Courageux » demanda-t-elle en souriant. « Non, quelqu'un qui écoute quand personne d'autre ne le fait. » Claire se pencha, le serra fort dans ses bras et murmura, « Alors tu es comme lui maintenant. » Par un après-midi d'automne frais, l'agent Carter leur rendit visite à nouveau. Il apporta un petit album photo. Ils s'assirent sur le porche comme de vieux amis,
feuilletant des clichés du voyage qui avait changé leur vie. Parfois, je me dis que tout cela était un miracle, dit Carter en regardant une photo d'Ellie serrant rangée dans ses bras. Claire secoua doucement la tête. Ce n'était pas un miracle, c'était un chien qui refusait d'obéir à un ordre, un homme qui osait outrepasser le protocole, et un garçon qui espérait sans cesse que quelqu'un viendrait le chercher. Carter baissa les yeux. Ranger s'approcha silencieusement, posa son museau sur le genou de l'officier et ferma les yeux. Personne ne dit mot, ce n'était pas nécessaire. Cette nuit-là, Claire écrivit dans son journal. Les mots coulaient naturellement, le véritable héroïsme ne porte pas toujours un uniforme. Parfois, il marche silencieusement à nos côtés, perçoit notre peur et se tient à nos côtés lorsque le monde s'écroule. Parfois, il a 4 pattes et un cœur plus grand que le nôtre. Il ferma le cahier, embrassa son fils endormi et sut que, finalement, la peur ne vivait plus dans cette maison, et que le chien qui avait rompu le silence avait tout reconstruit. Si cette histoire vous parle, n'oubliez pas de vous abonner à Heroes for Animal, où nous célébrons la compassion, la loyauté et les héros à 4 pattes.